Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire résolue d'Elizabeth Holtan. Cette tragédie s'est déroulée en octobre 2009 à St. Martins, une petite ville située dans le comté de Cole, dans l'État du Missouri, aux États-Unis. Elizabeth Holtan était une petite fille de 9 ans qui vivait à St. Martins avec sa mère, Patty, et ses deux aînés, son grand frère Anthony et sa grande sœur Stephanie. En tant que Benjamin de la famille, Elizabeth était très choyée. Malheureusement, il existe peu d'informations en ligne sur sa vie ou sa personnalité, mais nous allons nous concentrer sur les événements de ce jour fatidique. Le mercredi 21 octobre 2009. Ce soir-là, tout semblait normal pour Elizabeth et sa famille. Ils étaient chez eux, sa mère, Patty, se préparait à cuisiner le dîner, tandis qu'Elizabeth répétait pour une pièce de théâtre scolaire qui approchait. Elizabeth répétait avec enthousiasme ses répliques et chantait pour une pièce de théâtre scolaire. Lorsqu'un coup retentit à la porte vers 17 heures. Emma, une fillette de 6 ans vivant à quelques maisons, demanda à Elizabeth, 9 ans, de venir jouer. Elizabeth se tourna vers sa mère, Patty, pour demander la permission. Patty refusa d'abord, expliquant qu'elle préparait le dîner et que c'était une soirée en semaine. Mais après les supplications des deux filles, elle finit par céder, à condition qu'Elizabeth rentre à 18 heures. Heureuse, Elizabeth sortit jouer avec Emma. Ce fut la dernière fois que Patty la vit. À 18 heures, Elizabeth n'était pas rentrée, et l'inquiétude commença à s'installer. Immédiatement, Patty ressentit une profonde inquiétude. La nuit tombait, et Elizabeth avait une peur bleue du noir. Elle évitait toujours de rester dehors après le coucher du soleil et rentrait habituellement bien avant que l'obscurité n'envahisse le quartier. Alarmée, Patty appela chez les voisins, là où Emma vivait. Karen, la grand-mère d'Emma, décrocha le téléphone. Patty lui demanda « Salut, Elizabeth est encore chez vous ?» Elle aurait dû être rentrée depuis un moment. À cela, Karen répondit simplement « Non, elle n'est pas ici. En fait, elle n'est pas venue du tout ce soir. » À cet instant, Patty sentit une panique grandissante. Sa fille n'était pas là où elle pensait qu'elle devait être, et la nuit était en train de tomber rapidement. Débordée par l'angoisse, elle prit la décision de contacter immédiatement la police. Le département du shérif a rapidement déclaré Elizabeth comme disparue. En seulement 15 minutes, les agents du bureau du shérif du comté de Cole étaient sur place. Leur première étape fut de se rendre chez les voisins, là où Emma vivait. Comme l'avait dit la grand-mère d'Emma, Elizabeth n'était pas là et n'était jamais venue ce soir-là. Emma était présente, mais aucune trace d'Elizabeth. Alors, où pouvait-elle être? La police a immédiatement lancé des recherches pour retrouver Elizabeth Holtan, âgée de 9 ans. Ils ont sollicité l'aide des pompiers locaux et mobilisé des renforts policiers. En parallèle, des bénévoles, des habitants ordinaires, sont venus prêter main forte pour chercher la petite fille. Vers 22 heures ce soir-là, des centaines de personnes participaient aux recherches. La police a mis en place un périmètre de recherche en quadrillage autour de la maison d'Elizabeth et des maisons voisines, convaincue qu'elle ne pouvait pas être allée très loin. Pourtant, malgré tous ces efforts, aucun signe d'elle n'avait encore été découvert. Pour Patty, chaque seconde sans sa fille semblait interminable. La panique et la peur s'étaient emparées d'elle. Bien que la police lui répétait qu'aucune preuve de malveillance n'avait été découverte, Patty sentait au fond d'elle que quelque chose de bien plus grave était arrivé. À ce stade, les enquêteurs pensaient qu'Elizabeth s'était probablement perdue en s'éloignant, mais Patty refusait de croire à cette hypothèse. Sa fille, une petite fille de 9 ans terrifiée par l'obscurité, n'aurait jamais fait cela volontairement. Pour elle, l'idée d'une simple fugue ou d'un égarement ne tenait pas debout. Patty ne pouvait pas rester chez elle, rongée par l'angoisse, et elle passait son temps à essayer de joindre le téléphone portable d'Elizabeth. La petite fille avait bien son téléphone avec elle ce soir-là, mais chaque appel de Patty tombait directement sur la messagerie vocale. Le fait qu'Elizabeth ait son téléphone sur elle offrait un espoir, la possibilité de la localiser grâce à la technologie. La police a donc contacté son opérateur de téléphonie mobile pour demander un « ping d'urgence ». Cette procédure permet de localiser un téléphone en identifiant la tour cellulaire à laquelle il est connecté. Rapidement, la police a obtenu des signaux indiquant la tour de téléphonie mobile la plus proche.
En exploitant ces informations, les enquêteurs ont tenté de localiser précisément l'appareil. Les résultats ont confirmé une piste troublante. 3 pings successifs montraient que le téléphone d'Elizabeth se trouvait dans une zone boisée située juste derrière la maison d'Emma, la petite fille de 6 ans avec qui Elizabeth avait joué ce soir-là. Cette découverte a orienté les recherches vers la forêt. Cependant, cette zone boisée était immense et très dense, rendant les fouilles difficiles. Le signal du téléphone ne fournissait qu'une indication générale de la zone, sans permettre de localiser précisément Elizabeth. Conscients de la complexité de la tâche, les enquêteurs ont compris qu'ils ne pourraient pas explorer cette vaste forêt seuls. Ils ont donc appelé des renforts, mobilisant encore plus de policiers pour intensifier les recherches dans cette zone. L'espoir de retrouver Elizabeth s'amenuisait à mesure que les heures passaient, mais les autorités et les bénévoles étaient déterminés à explorer chaque recoin de ces bois pour ramener la petite fille à sa famille. Le lendemain, les recherches pour retrouver Elizabeth prirent une ampleur considérable. La police déploya tous les moyens disponibles. Des hélicoptères survolaient la zone pour obtenir une vue aérienne, des chiens renifleurs parcouraient les bois, et des équipes de plongeurs fouillaient les étangs et rivières des environs. Parallèlement, des centaines de bénévoles s'étaient joints aux recherches, déterminés à retrouver Elizabeth. Le signalement de sa disparition avait également été diffusé aux agences de police voisines, et même le FBI s'était impliqué dans l'affaire. Tout le monde était en alerte pour tenter de retrouver cette petite fille. En parallèle, les enquêteurs explorèrent une piste inquiétante, ils examinèrent les registres locaux des délinquants sexuels, craignant qu'Elizabeth ait pu être enlevée par un prédateur vivant à proximité. Mais jeudi après-midi, près de 24 heures s'étaient écoulées depuis la disparition d'Elizabeth, une durée extrêmement longue pour un enfant porté disparu. L'angoisse grandissait à mesure que les heures passaient. Alors que les recherches dans les bois se poursuivaient, les enquêteurs décidèrent d'interroger Emma, la fillette de 6 ans qui était la dernière personne à avoir vu Elizabeth avant sa disparition. Lors de leur premier échange, Emma expliqua qu'elle et Elizabeth avaient joué ensemble pendant environ 1 heure. Avant qu'Elizabeth décide de rentrer chez elle. Elle affirma que c'était la dernière fois qu'elle l'avait vue. Cependant, après un certain temps, Emma commença à modifier légèrement son récit. Elle raconta que pendant qu'elle jouait ce soir-là, elle s'était retrouvée coincée dans des buissons épineux. Effrayée et blessée, elle s'était mise à pleurer et à crier pour appeler sa grande sœur, Alyssa, afin qu'elle vienne l'aider à sortir. Alyssa Bustamante, qui avait 15 ans à l'époque, était la demi-sœur aînée d'Emma. Elle vivait dans la même maison qu'Emma et leurs 2 demi-frères jumeaux, tous sous la garde de leur grand-mère. Il semblerait également qu'ils vivaient avec leur grand-père, bien que peu d'informations soient disponibles à son sujet. Les enquêteurs, intrigués par ce nouvel élément, allaient bientôt découvrir des faits encore plus troublants liés à Alyssa. La grand-mère des Bustamante, Karen Brooke, était leur tutrice légale. Les enfants Bustamante et les enfants Holtan, Elizabeth et ses 2 frères et sœurs, ainsi qu'Alyssa et ses 3 frères et sœurs, étaient très proches. En tant que voisins, ils passaient beaucoup de temps ensemble et jouaient souvent dans le quartier. Pendant que les détectives interrogeaient les enfants du voisinage pour reconstituer leurs activités au moment de la disparition d'Elizabeth, ils tombèrent sur un détail intrigant. Parmi ces enfants, une adolescente de 15 ans, Alyssa Bustamante, attira leur attention. La police décida donc de parler à Alyssa. Lors de son entretien, elle admit qu'elle avait séché les cours le jour de la disparition. Elle savait qu'Elizabeth était portée disparue, mais elle déclara qu'elle n'y avait pas vraiment réfléchi et qu'elle ignorait où la fillette pouvait être ou ce qui lui était arrivé. Pendant cet échange, les enquêteurs notèrent qu'Alyssa était très calme et ouverte. Son comportement ne semblait pas suspect à ce moment-là, et elle ne fut pas considérée comme une personne d'intérêt immédiat. Pendant ce temps, d'autres policiers et bénévoles continuaient de fouiller la forêt située derrière la maison des Bustamante. C'est là qu'un groupe de bénévoles fit une découverte alarmante, ce qui ressemblait à une tombe peu profonde dissimulée dans les bois. Étant donné qu'ils recherchaient une petite fille de 9 ans, cette découverte les inquiéta profondément. Les bénévoles signalèrent immédiatement leurs trouvailles aux enquêteurs, qui se rendirent sur place pour examiner la zone. Les autorités commencèrent à fouiller autour de cette tombe, espérant y trouver des réponses sur la disparition d'Elizabeth. Je pense qu'ils ont procédé à l'excavation presque immédiatement, car il s'agissait clairement d'une scène de crime potentiel, et il était crucial de préserver les preuves. Cependant, ce qui est surprenant, c'est que les agents du FBI, qui étaient en train d'interroger Alyssa Bustamante,
décidèrent de l'emmener sur le site de cette tombe peu profonde. Je ne suis pas certain des raisons exactes derrière cette décision. Mais il est possible qu'ils aient voulu qu'elle retrace ses pas. Surtout après que sa petite sœur Emma ait mentionné qu'Alyssa était présente avec elle et Élisabeth lorsqu'elle s'était retrouvée coincée dans les buissons. Quoi qu'il en soit, ils amenèrent Alyssa sur ce site. En réalité, lorsqu'on parle de « trou », ce n'était pas juste un simple creux dans le sol. Cela ressemblait beaucoup à une tombe récemment creusée, puis rebouchée sommairement avec de la terre. En arrivant sur place, un événement inattendu se produisit, sans avertissement. Alyssa se tourna vers un enquêteur et déclara calmement « Oh, c'est moi qui ai creusé ça. C'est moi qui ai fait ce trou. » Les enquêteurs, surpris, lui demandèrent pourquoi elle avait fait cela. Alyssa répondit « J'aime juste creuser des trous. » Elle expliqua également qu'elle avait l'habitude d'enterrer des animaux morts. Selon elle, lorsqu'elle trouvait un animal mort dans les bois, elle creusait une tombe pour lui, l'enterrant comme une sorte de rituel. Malgré cette explication, les enquêteurs restèrent méfiants. Ils décidèrent d'excaver le trou, mais, à leur grande surprise, il n'y avait rien à l'intérieur. Cependant, cette découverte ne fit qu'accroître leurs soupçons à l'égard d'Alyssa. À ce moment-là, près de 48 heures s'étaient écoulées depuis la disparition d'Élisabeth Holtan. Le temps jouait contre eux, et les détectives commencèrent à concentrer davantage leur attention sur Alyssa, cherchant à éclaircir son rôle éventuel dans cette affaire. Les enquêteurs décidèrent de demander un mandat de perquisition pour fouiller la maison d'Alyssa, espérant y trouver des indices pouvant la lier à la disparition d'Élisabeth. Finalement, ils obtinrent le consentement pour fouiller les lieux. Bien qu'ils aient inspecté toute la maison, leur attention se concentra particulièrement sur la chambre d'Alyssa. Un agent chargé de collecter les preuves fut affecté à cette tâche, et dès qu'elle entra dans la chambre, elle décrivit l'ambiance comme glaçante. Selon ses mots, il y avait plusieurs éléments troublants dans cette pièce qui attirèrent immédiatement son attention. L'une des premières choses qu'elle remarqua fut les murs, couverts de dessins et d'écritures. Certains avaient été réalisés au stylo, mais il fut plus tard découvert que d'autres avaient été écrits avec du sang. L'un des murs arborait un poème sur l'automutilation. Une ligne du texte disait « Je me coupe pour voir le sang, parce que j'aime ça ». Sur un autre mur, un dessin représentait une personne avec des marques ressemblant à des coupures sur la tête et les bras. À côté de ce dessin, le nom « Emma » avait été inscrit. On pouvait supposer qu'il s'agissait d'une représentation de la petite sœur d'Alyssa, âgée de 6 ans. Cependant, ce n'était que le début des découvertes dérangeantes. Avant d'aller plus loin sur ce qui fut trouvé dans la chambre, il est important de comprendre davantage le contexte de la vie d'Alyssa Bustamante. Alyssa, âgée de 15 ans à l'époque, vivait avec sa grand-mère Karen depuis 2002, en compagnie de ses 3 frères et sœurs, dont la petite Emma. Leur grand-mère était leur tutrice légale, assumant seule la responsabilité de leur éducation et de leur bien-être. Ce contexte familial allait bientôt révéler des éléments cruciaux pour comprendre les événements qui suivirent. Vers l'âge de 8 ans, Alyssa Bustamante a commencé à vivre avec sa grand-mère, Karen Brooke. Cette situation était due au fait que sa mère souffrait de graves problèmes de toxicomanie et n'était pas en mesure de s'occuper de ses enfants. Le père d'Alyssa, César, était quant à lui incarcéré, purgeant une longue peine de prison. Bien que les raisons exactes de son emprisonnement ne soient pas claires, certaines sources en ligne indiquent qu'il s'agissait probablement d'une agression, étant donné sa réputation d'homme très violent. Malgré son emprisonnement, César et Alyssa maintenaient une certaine communication. Il lui écrivait régulièrement depuis la prison, et Alyssa conservait précieusement ses lettres, allant jusqu'à les coller sur les murs de sa chambre. À l'école, Alyssa était connue pour être une élève brillante. Elle obtenait généralement de bonnes notes, oscillant entre A et B. Ses grands-parents, qui étaient ses tuteurs légaux, faisaient de leur mieux pour offrir un cadre stable à Alyssa et à ses frères et sœurs. Ils étaient attentionnés et s'investissaient pleinement dans leur rôle. Cependant, malgré ce soutien familial, Alyssa luttait profondément avec sa santé mentale. Elle souffrait de comportements autodestructeurs et de pensées suicidaires, ayant tenté de se suicider à plusieurs reprises. Ses cicatrices visibles ne passaient pas inaperçues auprès de ses amis. Son ancienne meilleure amie, Jennifer, avait remarqué ces marques et tenté de lui offrir son soutien, notamment en 2007, 2 ans avant que cette affaire ne survienne. Après l'une de ses tentatives de suicide,
Alyssa fut hospitalisée en psychiatrie pendant 10 jours. À sa sortie, elle reçut une prescription importante d'antidépresseurs. Peu de temps après, une vidéo la montra en train d'encourager ses 2 petits frères à toucher une clôture électrique. Tout en les poussant à s'exécuter, elle écrivit sur l'écran « C'est là que ça devient intéressant, on va voir mes frères se blesser ». Ce comportement dérangeant n'était pas isolé. Sur ses comptes YouTube et MySpace, Alyssa avait écrit, dans la section dédiée à ses loisirs, qu'elle aimait tuer des gens et découper son amie Jennifer. Plus inquiétant encore, elle avait partagé une réflexion glaçante pour ses 15 ans. Je me demande ce que ça ferait de tuer quelqu'un, de voir la vie s'échapper de lui. Je me demande ce que ça ferait d'avoir ce genre de pouvoir, de prendre ça à quelqu'un. Ses propos et déclarations témoignaient d'une obsession manifeste pour la violence, le meurtre et la mort. Pendant ce temps, les enquêteurs fouillaient minutieusement sa chambre. Dans ce journal, certaines des entrées étaient particulièrement choquantes. Dans l'une d'elles, Alyssa écrivait vouloir mettre le feu à une maison et tuer toutes les personnes à l'intérieur. C'est une fille de 15 ans qui écrit ça. Une autre entrée, rédigée une semaine avant la disparition d'Elizabeth, disait « Si j'en parle pas, je vais exploser, et quelqu'un va mourir ». Les enquêteurs continuèrent à examiner le journal jusqu'à la dernière page. Celle-ci contenait une entrée datée du 21 octobre 2009, le jour où Elizabeth Holtan, âgée de 9 ans, avait disparu. Cependant, cette entrée avait été gribouillée avec un stylo bleu, rendant son contenu illisible. Ce comportement semblait particulièrement suspect. Le fait qu'Alyssa ait intentionnellement rendu cette page illisible le jour même de la disparition d'Elizabeth ne faisait qu'amplifier les inquiétudes et les soupçons des enquêteurs. Alyssa semblait clairement ne pas vouloir que quiconque, y compris les détectives, lise ce qu'elle avait écrit dans son journal. Cependant, la seule partie de l'entrée du jour de la disparition d'Elizabeth qui n'était pas raturée était la date, ainsi qu'un bref passage disant « Maintenant, je dois aller à l'église ». Le journal fut immédiatement saisi par les enquêteurs comme preuve potentielle. Le lendemain matin, Alyssa fut de nouveau amenée au poste de police pour un entretien avec le sergent David Rice. Avant de l'interroger, Rice examina attentivement la dernière page du journal, celle qui avait été gribouillée. En utilisant un rétroéclairage, il éclaira la feuille par en dessous et réussit à déchiffrer 2 mots parmi les écrits raturés, gorge et tranchée. Ces indices renforcèrent ses soupçons. Rice entra ensuite dans la salle d'interrogatoire où se trouvait Alyssa, âgée de 15 ans. Au début, elle semblait calme, mais à mesure que l'entretien avançait, son comportement changea. Elle commença à trembler, sa tête faisait de petits mouvements nerveux, et elle paraissait de plus en plus mal à l'aise. Les détectives comprirent rapidement pourquoi. Alyssa était terrifiée à l'idée que ses secrets soient dévoilés. Alors que la tension montait, le sergent Rice posa un coup décisif. Il sortit le journal et déclara « Nous avons ton journal, et nous avons lu tout ce qu'il contient, même la dernière page que tu as raturée. » À ces mots, Alyssa craqua. Elle finit par avouer une partie de ce qui était arrivé à Elizabeth Holtan. Bien que ses aveux fussent fragmentaires, ils furent suffisants pour éclairer les enquêteurs sur ce qui s'était passé. La version initiale qu'Alyssa donna aux enquêteurs était que, le soir de la disparition d'Elizabeth, elles se promenaient toutes les 2 dans les bois quand, soudain, Elizabeth serait tombée, se serait cognée la tête et serait morte. Alyssa essayait de faire passer la mort d'Elizabeth pour un accident. Cependant, les détectives ne crurent pas à cette version, car ils avaient lu son journal intime, où sa fascination pour le meurtre était évidente. Les détectives lui firent alors comprendre « Écoute, quand nous retrouverons le corps d'Elizabeth, il sera examiné par un médecin légiste, et cela révélera la cause exacte de sa mort. Si tu mens, nous le saurons. » Ils lui demandèrent directement si Elizabeth avait des coupures, faisant référence aux 2 mots qu'ils avaient pu lire dans son journal grâce au rétroéclairage, gorge et entaillée. Alyssa finit par avouer qu'Elizabeth avait bien la gorge tranchée, confirmant ainsi que sa mort n'était pas un accident. Dans la salle d'interrogatoire, Alyssa était accompagnée de sa grand-mère, Karen. Lorsque cette dernière entendit Alyssa avouer qu'elle avait entaillé la gorge d'Elizabeth, elle éclata en sanglots, dévastée. Incapable de rester dans la pièce, Karen sortit. Une fois seule avec les détectives, Alyssa commença à confesser les détails horribles du meurtre de la petite Elizabeth Holtan, âgée de 9 ans.
Alyssa raconta qu'elle avait demandé à sa demi-sœur Emma de se rendre chez Elisabeth pour l'inviter à sortir jouer. Comme on le sait, Emma l'a fait. Elle a conduit Elisabeth jusqu'à Alyssa, qui lui dit alors de rentrer chez elle, laissant Elisabeth seule avec elle. Alyssa prit ensuite la main d'Elisabeth et l'emmena dans les bois situés derrière sa maison. Elles marchèrent pendant environ 15 minutes, parcourant un quart de mile dans les bois. Pendant tout ce temps, Alyssa parlait à Elisabeth. « Elisabeth, je veux te montrer quelque chose. C'est juste un peu plus loin. » Alyssa savait exactement ce qu'elle s'apprêtait à faire, mais à aucun moment elle ne décida de renoncer ou de ramener Elisabeth chez elle. Elle portait un couteau de cuisine avec elle et conduisit Elisabeth jusqu'à une tombe qu'elle avait déjà creusée auparavant. Cette préparation démontrait clairement que ce meurtre était planifié de longue date. Ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête, mais un acte prémédité, froid et calculé. Alyssa avait soigneusement planifié le meurtre d'Elisabeth. Elle avait même creusé une tombe à l'avance. Une fois arrivée dans la clairière, Alyssa commença à étrangler Elisabeth, une fillette de seulement 9 ans. Elle la regardait lutter pour respirer, et malgré cela, elle continua. Alyssa avoua qu'elle avait étranglé Elisabeth plusieurs fois avant de sortir un couteau de cuisine et de commencer à la poignarder, principalement dans la poitrine. Elisabeth fut poignardée environ 7 fois avant qu'Alyssa ne lui tranche la gorge. Une fois Elisabeth morte, Alyssa plaça son corps dans la tombe qu'elle avait préparée et l'enterra. Cependant, malgré cette confession, les détectives n'avaient toujours pas retrouvé le corps d'Elisabeth. Lors d'une précédente fouille, ils avaient découvert une tombe peu profonde que Alyssa avait avoué avoir creusée, mais ce n'était pas celle où elle avait enterré Elisabeth. La forêt où se déroulait l'enquête était immense, rendant les recherches extrêmement difficiles sans l'aide d'Alyssa. Finalement, elle accepta de guider les enquêteurs jusqu'à l'endroit exact où se trouvait le corps. Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, Alyssa se souvenait parfaitement de l'endroit et les conduisit directement sur le site de la sépulture. À leur arrivée, les enquêteurs constatèrent que le corps d'Elisabeth n'était pas profondément enterré. La tombe était sommairement recouverte, principalement de quelques feuilles et d'un peu de terre. À certains endroits, des parties du corps d'Elisabeth dépassaient encore de la boue, ce qui rendit la découverte d'autant plus glaçante. Le corps d'Elisabeth fut récupéré et envoyé pour une autopsie. Celle-ci confirma les blessures qu'Alyssa avait décrites dans sa confession et notées dans son journal. En parlant du journal, les détectives continuèrent leur investigation. Grâce à une lumière bleue, ils parvinrent à révéler ce qu'Alyssa avait écrit dans sa dernière entrée avant de la gribouiller au stylo bleu. L'utilisation de cette technologie allait leur offrir un aperçu encore plus troublant des pensées d'Alyssa ce jour-là. Dans son journal, Alyssa avait écrit après l'incident « J'ai mis fin à la vie de quelqu'un. Je l'ai immobilisé, blessé et utilisé un objet tranchant. Maintenant, cette personne n'est plus là. Je ne sais pas comment me sentir en ce moment, c'était une sensation incroyable. Une fois que tu passes le « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça », c'est presque agréable. Je suis un peu nerveuse et tremblante en ce moment. Bon, je dois aller à l'église maintenant. Cette entrée troublante, dépourvue de remords, révélait non seulement la planification minutieuse de l'acte, mais également une certaine satisfaction de l'avoir accompli. La juxtaposition de cette déclaration choquante avec son commentaire sur le fait d'aller à l'église ajoutait une dimension encore plus dérangeante. Les enquêteurs découvrirent également qu'Alyssa avait préparé une fosse plusieurs jours avant l'acte. Cela confirmait que tout avait été prémédité pendant une période significative, probablement bien plus longue que les quelques jours identifiés. Avec ces éléments, y compris la confession écrite dans son journal et ses aveux lors des interrogatoires, les autorités avaient suffisamment de preuves pour inculper Alyssa Bustamante. Elle fut accusée d'homicide prémédité et d'usage criminel d'une arme, en raison de l'objet utilisé lors de l'acte. Bien qu'Alyssa n'ait eu que 15 ans au moment des faits, elle fut reconnue apte à être jugée comme une adulte en raison de la gravité de ses actes. Quelques années plus tard, en 2012, à l'âge de 18 ans, elle fut officiellement condamnée. Alyssa plaida coupable, espérant réduire sa peine, tandis que ses avocats tentaient de démontrer qu'elle souffrait de troubles psychologiques au moment des faits. Selon la défense, son historique d'automutilation et les médicaments puissants qu'elle prenait à l'époque auraient pu déclencher des impulsions incontrôlables.
Ils argumentèrent que ces traitements auraient pu altérer son comportement et influencer ses actions, mais ces justifications ne diminuèrent en rien l'horreur et la gravité de ce qu'elle avait fait. Elle a agi en suivant des impulsions violentes, et ce jour-là, ces impulsions ont conduit à la perte tragique d'Elizabeth. Cependant, l'accusation a soutenu que cet acte n'était pas une réaction soudaine ou impulsive. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'un crime soigneusement planifié. Alyssa avait creusé une fosse au moins 5 jours avant l'incident. Elle avait écrit dans son journal qu'elle souhaitait passer à l'acte, en avait parlé à ses amis, et avait ensuite envoyé sa petite sœur chercher Elizabeth avant de la tirer elle-même dans les bois. Après avoir conduit Elizabeth pendant 15 minutes jusqu'à la fosse qu'elle avait préparée. Alyssa Bustamante a été condamnée à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, ainsi qu'à 30 années supplémentaires pour usage d'une arme, conformément à la loi du Missouri. Selon cette condamnation, elle devra purger au moins 35 ans et 5 mois avant de pouvoir demander une libération conditionnelle, ce qui signifie qu'elle pourrait éventuellement être libérée un jour. Ses avocats ont fait appel de la sentence, mais cet appel a été rejeté en 2014. Cela marque la fin judiciaire de cette affaire particulièrement troublante. Maintenant, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quand j'ai mené mes recherches sur ce cas, j'ai découvert que les opinions étaient très divisées. Certaines personnes pensent que la peine d'Alyssa était trop sévère, compte tenu de son état mental à l'époque des faits, tandis que d'autres estiment qu'elle aurait dû recevoir une sanction encore plus lourde. Quelles sont vos pensées à ce sujet? Partagez-les dans les commentaires, mais comme toujours, gardez à l'esprit l'importance de respecter les opinions des autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette histoire avec moi.